Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette première à l'intérieur de l'hôtel Hébreu de Saint-Clément dans le cadre du mois de l'architecture. Et pour nous, c'était aussi une première, une conférence en ligne. Et donc, je vais vous proposer ici donc, de vous parler des hôtels particuliers de Rochefort sous un regard qui est un regard nouveau. Je vous demanderai de bien vouloir couper le son et les caméras, s'il vous plaît. Allez, écoutez, je vous prie de nous suivre. Voilà. Bien, écoutez, je crois que ça y est, nous partageons les écrans. Alors, donc, si tout le monde nous voit bien, c'est bon. Je vais commencer par vous présenter un peu très rapidement. Je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent déjà cette histoire, l'histoire de la ville de Rochefort, qui est une ville assez singulière, qui naît de la création ici sur le bord de la Charente de l'arsenal de Rochefort. Je vous rappelle que la création de l'arsenal de Rochefort, c'est en 1666, et que très rapidement, pour servir cet arsenal, on va créer une ville sur un plan damier. Donc, dès les années 1670, 1674, 1675, nous avons le tracé, et nous avons dans ces années 1670 créé une espèce de grand lotissement avec une soixantaine d'îlots. On pourrait se dire que cette création donc, des années 1670 est une création ex nihilo, mais qui est une création extrêmement bien pensée, avec une sociologie particulière. Ce n'est pas le cas. On sait qu'on va voir des investisseurs qui vont arriver très vite. On va découper des parcelles de terrain qui sont des parcelles très souvent en longueur. Et finalement, les sociologies des populations vont acheter des terrains à un endroit ou à un autre. On ne va pas avoir une sociologie des quartiers à un endroit ou à un autre. Donc, ce n'est pas un endroit qui est un endroit pensé. Et donc, les hôtels particuliers, les premiers hôtels particuliers que l'on va voir ici arriver à Rochefort, bien, vont se poser dans les zones qui sont au plus près de l'arsenal, c'est-à-dire dans la partie ici est de ces premiers îlots de lotissement, dans la partie qui borde ici l'ancien jardin du château, le jardin du roi. Donc, nous verrons ces premiers hôtels, et j'allais dire dans le plus grand désordre. Quand je parle d'hôtels particuliers, on verra que ce sont des constructions qui sont des constructions un peu plus importantes que les autres. Alors, l'intérêt pour nous, c'est d'essayer de vous donner des connaissances ici à la lueur des nouvelles recherches. D'une part, depuis quelque temps, nous nous sommes penchés de façon assez assidue sur les archives, et notamment les archives notariales, et d'autre part, depuis quelque temps, maintenant depuis 2 ans, 3 ans déjà, nous avons embrayé ici un plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville qui nous a poussé les portes à l'intérieur des îlots, et finalement la connaissance est une connaissance qui a été fortement renouvelée. Les hôtels particuliers qui avaient été repérés, cela déjà des années 1970 avec la thèse de Monique Moulin, étaient au nombre d'une petite dizaine. Finalement, on a essayé d'appliquer une typologie qui était une typologie nationale. Bon, on va voir qu'à Rochefort, ben, tout ça ne marche pas. Nos hôtels particuliers sont très particuliers puisque nous avons une typologie particulière ici à Rochefort. Je vais vous proposer donc de balayer un petit peu ces constructions qui avaient été les premières constructions donc repérées, naturellement la première de toutes. Et vous voyez là, son portail d'entrée qui date du milieu du XVIIIe siècle, c'est l'hôtel de Chausse. L'hôtel de Chausse, c'est une ancienne résidence seigneuriale qui date d'avant la création de 1666. C'était une gentilhommière qui se trouvait à la campagne et qui va être englobée dans la ville, qui va devenir ici la résidence des chefs d'escadre au départ. Donc finalement, cette
ancienne gentilhommière, qui était ici dans un milieu rural, absorbée par la ville, va devenir de fait un hôtel particulier, mais un hôtel officiel, ce qui explique que nous ayons une construction qui était une construction qui correspond au modèle entre cour et jardin. On pourrait citer, même si ça n'arrive pas tout de suite, l'ancien hôtel de la Marine, l'ancienne maison du roi, qui là aussi va adopter un plan qui est un plan relativement classique. Je ne vais pas trop m'appesantir parce que l'histoire architecturale du lieu est une histoire qui est très longue, qui commence depuis les années 1670, et l'édifice ne cesse absolument d'évoluer avec un changement véritablement d'orientation jusqu'en 1895, donc pour donner l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, mais il répond tout de même à la typologie, qui est la typologie bien connue, la typologie Alice. Parmi ces hôtels, je voudrais citer l'hôtel dit de la Touche-Tréville, qui date des années 1740, qui va être finalement le type même de l'hôtel entre cour et jardin. Vous voyez un bâtiment, là nous sommes depuis la porte cochère, un bâtiment qui est un bâtiment avec deux ailes latérales et un bâtiment principal en fond de cour. De l'autre côté, aujourd'hui, nous avons des parkings, mais il y avait un jardin. Il a longtemps été élu comme un hôtel particulier. Certes, cet hôtel est un hôtel qui est dû à un financement particulier. Je vous disais, on l'appelle l'hôtel de la Touche-Tréville du nom de ses derniers propriétaires privés, mais en fait, on devrait l'appeler l'hôtel de Carrère. Et finalement, il a un rôle, même si c'est un hôtel de financement privé, il a un rôle qui est un rôle public parce qu'il était associé à des casernes, les casernes d'un régiment de Suisse. Et évidemment, la famille de Carrère faisait partie de ces familles qui possédaient des régiments de Suisse. Et c'est peut-être ce qui explique finalement que nous ayons une architecture ici beaucoup plus conforme aux règles, beaucoup plus conforme finalement au canon de l'architecture que nous trouvons à Paris et en province, et un petit peu partout. Je pense notamment à La Rochelle, ce type d'hôtel est assez courant. Donc voilà ce que ça donne quand on est du côté de la porte cochère d'entrée, qu'elle s'ouvre. Vous avez un corps de bâtiment de fond de cour et des accès qui sont des accès latéraux. Le grand escalier se trouve sur la droite et le petit escalier de service ici à main gauche. Autre bâtiment qui est assez intéressant, l'hôtel dit de la comtesse d'Amblimont. En fait, cet hôtel est un bâtiment qui est un bâtiment officiel au contact avec l'Arsenal. Le bâtiment que vous avez là date des années 1730-1740. Il est construit sur un édifice qui était un édifice beaucoup plus irrégulier, beaucoup plus atypique. Et ce bâtiment, en fait, a été l'hôtel des ingénieurs de la marine au départ. Il sera ensuite dévolu à la comtesse d'Amblimont, d'où son nom, hôtel de la comtesse d'Amblimont. Là encore, on est tout à fait sur partie de ces bâtiments qui sont dans la tradition. Ce ne sont pas des grandes créations, évidemment, architecturales, mais en tout cas, on est dans la tradition, dans le modèle qui est le modèle communément admis. Vous noterez cependant, avec ces plans qui datent, vous voyez, un plan ici daté, vous le voyez ici, de 1775, signé de l'ingénieur Onésime Ogias, donc plan avec coupe sur les ailes. Les deux ailes, c'est quelque chose d'important parce qu'on va le retrouver ailleurs à Rochefort. Les deux ailes ne sont pas d'égale largeur. Vous avez le bâtiment ici principal entre cour et jardin. Nous sommes du côté de la cour. Vous voyez que les portes sont des accès, donc l'escalier des accès. Et vous voyez très bien que sur l'aile qui se trouve à main droite, nous avons ici une arcade. Alors ça, c'est un élément qui est un élément important parce que elle vous indique tout simplement une remise à voiture et qui va être couplée avec des écuries. Il y a un certain train de vie qui va bien entendu avec ce type d'édifice. Autre bâtiment qui avait été repéré, qui est un bâtiment qui est daté régulièrement de la fin du XVIIe siècle, c'est l'hôtel dit de la Touche-Tréville, pardonnez-moi, l'hôtel Le Gardeur de Tilly, où l'on va trouver dans un angle de parcelle, ce qui est assez courant à Rochefort,
Donc, on va retrouver la citation de ce plan en U, mais vous notez tout de suite une porte cochère, que vous avez une des deux ailes latérales qui est plus épaisse que l'autre. Vous voyez que nous avons sur l'aile qui se trouve à main gauche 2 travées ici, contre 3 de l'autre côté. Notez également que la travée, le corps de bâtiment qui se trouve sur la gauche, qui fait l'angle avec les deux rues, et le bâtiment qui est le plus éclairé, qui va être en fait le bâtiment habité par le propriétaire, puisque vous voyez que l'on bute ici, que nous n'avons pas de jardin de l'autre côté, que l'on bute sur le tissu bâti. Donc, finalement, le bâtiment de fond de cour est un bâtiment qui fait la jonction entre une aile dévolue au propriétaire, et là c'est une différence notable avec les bâtiments traditionnels, classiques, entre cour et jardin, et l'aile de droite qui, elle, va être dévolue à, tout simplement au service. Les cuisines étaient là, l'écurie, remise à voiture sont de ce côté-là. Donc, l'hôtel est assez intéressant parce que vous voyez qu'on s'adapte plus ou moins avec un modèle qui est un modèle plus national. Voilà ce que donne la cour. La cour est tout à fait exiguë. Et regardez, là, on a quelque chose qui est très intéressant à Rochefort, puisque vous n'avez sur le bâtiment de fond de cour, je vous disais, en fait, il fait la jonction entre le corps de bâtiment, qui est le corps de bâtiment noble, et le corps de bâtiment de servitude. Eh bien, vous avez ici, sur votre gauche, du côté du bâtiment, je veux dire quel bâtiment noble, vous avez une cage d'escalier qui est une cage d'escalier ouverte. Il y avait beaucoup de cages d'escalier avec des arcades qui étaient ouvertes autrefois à Rochefort. Pour des raisons de confort, la plupart ont été fermées. Là, on a la chance d'avoir conservé ce parti qui est un parti d'origine, finalement, qui est un peu loin du monde classique, vous voyez, que l'on adapte sans arrêt. Alors, autre hôtel particulier qui va être ici très vite identifié, nous sommes face à un bâtiment des années 1770, bâtiment qui va être très vite identifié que dès les années 1790 comme un véritable hôtel. Certes, c'est un bâtiment sur rue. Cet hôtel est souvent connu comme l'hôtel dit de McNamara. Il s'agit en fait de l'hôtel, je l'appellerai l'hôtel Turpin, ce sera plus exact. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ses attributions. En tout cas, ce bâtiment est beaucoup plus monumental, comme vous le voyez, que les autres. Mais il y a une différence notable, c'est que le bâtiment principal se trouve sur rue. Et en fait, il faut passer à travers ce bâtiment principal pour accéder à la cour, et je dirais même à 2 cours, puisque là, nous avons 2 cours à l'intérieur. Cet édifice masque 2 cours avec évidemment un accès qui est un accès dû à une porte cochère qui est au demeurant latérale. Là, voici cette porte cochère. Vous voyez que l'ensemble, d'ailleurs, est un ensemble voûté qui va nous permettre d'accéder dans la première cour. Vous notez une aile plus basse et vous notez 2 arcades ici qui nous montrent bien que nous avions les écuries et les remises dans cette cour. On voit qu'on traverse ici ce bâtiment pour accéder à une autre petite cour, donc une deuxième petite cour, qui est une petite cour domestique. Vous le constaterez, pas de jardin, car la parcelle est une petite parcelle. Autre bâtiment sur cour bien connu, il s'agit de l'hôtel de ville actuellement, mais l'hôtel de ville, acheté au début le bâtiment est acheté au début du 19e siècle. Et bien, ce bâtiment du début du 19e siècle, qui était limité ici à 6 travées, les 2 travées que vous avez à main gauche sont des travées, on voit que la pierre est un peu plus jaune, construite à l'identique dans les années 1960, je dis bien 1960, eh bien, ce bâtiment est un hôtel particulier avec une entrée qui est une entrée hôtel particulier sur rue et sur la place Colbert, une entrée cochère, vous allez me dire, qui est légèrement désaxée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces hôtels particuliers, c'est bien là le paradoxe de Rochefort, mais une ville neuve, elle n'a pas 100 ans quand on construit, tout juste 100 ans quand on construit ces hôtels, eh bien, il n'y a déjà plus de place, plus de grandes parcelles, ce qui fait que quand vous voulez bâtir un hôtel particulier à Rochefort, vous achetez 1, 2, voire 3 maisons mitoyennes et que très souvent,
Ces constructions, si vous les rasez, d'autant plus qu'il y a des caves, il va falloir tout refonder, puis au départ, ça va être long, ça va être coûteux. Donc, on laisse les structures de ces 2 ou 3 maisons réunies. Dans le cas présent, il y avait 3 maisons réunies ici au début des années 1720, et vous allez adapter. Vous n'allez pas faire tomber forcément les murs de refend entre les 2 maisons, adaptés. Et du coup, on ne peut pas percer la porte au centre. Alors, il y aura d'autres solutions, parfois, selon les cas de figure, en perçant sur les côtés. Il peut y avoir des éléments latéraux pour pouvoir essayer de créer un effet de symétrie. Vous voyez que là, l'effet de symétrie, il est plus que relatif, il est vraiment très imparfait. Autre bâtiment ici qui avait été bien identifié au départ, alors cet hôtel est l'hôtel de Macnamara, contrairement au précédent, vous disiez qu'on peut renommer l'hôtel de Turpin. L'édifice que vous avez ici a subi quelques modifications, et notamment sa porte cochère qui, elle, se trouvait au centre. Là aussi, on est sur la réunion de parcelles, on avait réussi à centrer la porte cochère. La porte cochère a été bouchée, on en a les traces, elles sont très nettes à l'intérieur du bâtiment. Ce bâtiment est en attente d'ailleurs de travaux de réhabilitation, et normalement, on devrait retrouver le passage coché d'origine pour pouvoir découvrir ce bâtiment, mais encore une fois, un bâtiment sur rue. Autre bâtiment qui avait été bien identifié, l'hôtel, même si c'est un bâtiment très remanié, il en reste en fait du XVIIIe siècle que la façade, c'est l'hôtel Hébreu de Saint-Clément. Là aussi, une parcelle d'angle, mais le corps de bâtiment central était un bâtiment sur rue avec une porte cochère qui donnait dans une cour et 2 ailes latérales. Alors, on pourrait citer petit bâtiment qui a été également plus ou moins identifié, non pas vers 1970, mais un petit peu après, par certains travaux universitaires. L'autre hôtel Èbre, c'est celui de cousin de Pierre-André Èbre de Saint-Clément, propriétaire de l'hôtel précédent. Petit hôtel qui donne sur la place Colbert, mais là on voit une très belle composition des années 1770 avec effectivement une porte cochère, mais toujours ce bâtiment qui est un bâtiment sur rue et finalement qui cache la cour. Vous voyez qu'on est très loin, hein, se dégage une majorité d'édifices qui sont des édifices sur rue. Parmi les édifices qui ont été oubliés, il y en a beaucoup. Pourtant, celui que je vous présente, on peut le nommer l'hôtel Barin de la Galissonnière, puisque le marquis de la Galissonnière l'a habité, ne l'a pas possédé, mais l'a habité comme locataire. Mais finalement, ce bâtiment est tombé dans le giron de la marine pour devenir une école de la marine au tout début du XIXe siècle, dans les années 1806-1807, et du coup, on l'a identifié comme une école, alors que sa véritable vocation, c'est un hôtel particulier. Au départ, il a réussi à remonter un petit peu son histoire. Il n'y a absolument aucun doute. Et là, pour le coup, il correspond au hôtel traditionnel, même si c'est un hôtel très simple, mais on verra que les premières constructions à Rochefort sont très simples. Il n'est pas du tout ostentatoire, il n'y a pas de décor. Donc, il correspond cependant au modèle qui est le modèle traditionnel. Je vous ai mis ici un relevé lorsque le bâtiment tombe dans le giron de la marine. Voilà le plan de la parcelle, c'est une parcelle régulière. Vous remarquerez qu'on a une aile, même si ça ne se voit pas trop, qui est un peu plus large que l'autre, en tout cas un corps de bâtiment double profondeur, on voit l'emplacement de la cage d'escalier, et de l'autre côté, comme il y a une petite dénivellation, une terrasse qui descend dans un jardin. Donc là, on est sur un modèle vraiment très traditionnel, mais je vous disais, ce bâtiment a échappé à la sagacité des historiens de l'art qui nous ont précédés. Alors pourquoi ? Parce que, vous allez voir, il y a toute une série de causes. Parce que les bâtiments ont été transformés, parce que nous n'avons pas les typologies qui sont habituelles. Je viens de vous montrer qu'on insistait beaucoup sur des façades qui étaient sur rue, parce que, eh bien, à la fin du XVIIe siècle, l'un des grands intendants de Rochefort, Michel Bégon, a édicté un règlement pour améliorer l'urbanisme, les constructions. Vous savez qu'on a ces rues qui se coupent à angle droit, mais finalement poussées au début du XVIIe siècle, sous une pression foncière absolument énorme, des bâtiments dans le plus grand désordre, avec des
matériaux qui n'étaient pas toujours de bonne qualité. On dit de Michel Bégon, quand il est arrivé comme intendant, qu'il a trouvé une ville qui était une ville en bois et qu'il en a fait une ville en pierre. C'est lui qui va imposer que l'on construise en alignant les façades sur rue et en bâtissant, c'est vraiment une des grandes caractéristiques de Rochefort, en pierre de taille. Et de ce fait, les hôtels particuliers en hutre que l'on trouve traditionnellement dans bien d'autres villes, nous ne les trouvons pas à Rochefort. En fait, c'est un modèle qui s'adapte au contexte local et ce qui fait que ces édifices n'avaient pas ou mal été identifiés. Voici un hôtel qu'on peut appeler l'hôtel Tessier-des-Farges. Alors pourquoi n'a-t-il pas été identifié? Nous sommes ici sur une parcelle d'angle, on a bien un corps de bâtiment en rue, mais ce qui fait qu'il a été mal identifié, c'est qu'en fait, l'aile qui se trouve à main gauche ici, à la suite d'un partage à la fin du 19e siècle, a été rebâtie. Et on la lit comme une maison qui est une maison, une parcelle à part de toute cette composition. Nous connaissons maintenant bien l'histoire, effectivement, de l'édifice pour vous dire qu'il s'agit d'une totalité et d'un hôtel, ça ne fait aucun doute, on connaît les propriétaires, d'un hôtel particulier, donc un de ces hôtels totalement oubliés lors du recensement. Et vous allez voir qu'on va aller plus loin, parce qu'il y a des petits hôtels. Alors voici l'hôtel Allard, du nom de la famille de notaire qui l'a possédé au XIXe siècle, petit hôtel dans la rue Pierre-Loti. Mais ce bâtiment était totalement également oublié, alors que lui répond quand même à une petite composition, comme il est dans une rue latérale, en U. Vous avez vu sa simplicité, c'est sans doute aussi parce qu'on a une architecture au départ très simple, qu'on n'a pas jugé bon de regarder ces édifices. Certes, ils ont une architecture simple, mais ils avaient de grandes qualités très souvent à l'intérieur, puisque un certain nombre d'entre eux conservent des éléments qui sont des éléments tout à fait remarquables. Le seul élément de décor que vous ayez, c'est la porte cochère, une porte cochère caractéristique du XVIIIe siècle. Mais là, l'hôtel est à peu près dans ses proportions, dans son jus d'origine. En voici un qui se trouve à l'angle de la rue Pierre-Loti, de la rue Cochon du Vivier. Là, vous avez un bel hôtel particulier qui était conçu en rue. Il a été identifié comme une maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le courant du XIXe siècle, les deux ailes ont été dissociées. Il y a eu une division qui a entraîné une série de transformations. L'arrivée d'une nouvelle porte cochère, on a un pilier là qui est là tout seul. L'aile qui se trouve ici à main gauche est restée dans ses proportions d'origine, mais les ouvertures ont été modifiées. Cette aile a perdu ses balcons du XVIIIe siècle en fer, et l'aile qui se trouve à main droite, et vous l'avez compris puisque c'est celle qui est la plus éclairée, c'est celle qui contenait ici les appartements donc, de la personne qui l'a fait reconstruire dans les années 1750-1760, qui était une femme qui a été mariée 3 fois, la dernière à un des membres de la famille de Rochechouart, qui est très baronne de Rochechouart. Eh bien, ici, cet ensemble a été complètement exaucé dans sa partie supérieure, donc ces ouvertures ont été transformées, et nous avons un étage supplémentaire qui a été ajouté. Du coup, vous avez deux constructions qui paraissent dissociées, donc mal identifiées, jusqu'à maintenant pas identifiées, dirais-je même, comme hôtel particulier. Il s'agissait, là nous en avons toute la traçabilité, toute l'histoire, y compris ce qui est exceptionnel, c'est le premier hôtel où nous ayons ces mentions, nous avons le nom de l'entrepreneur, qui est peut-être celui qui a donné les plans, pardonnez-moi, Pierre Gaffari, donc, qui est un architecte connu, local, un architecte de Rochefort. Donc c'est un élément important, mais d'autres ont subi des modifications. Alors, voici l'ancien hôtel de Sartre, un bâtiment en U, certes, là on pouvait répondre au modèle, avec deux petites ailes latérales, mais vous voyez qu'au centre, bien, on a une belle inscription, une façade du 19e siècle avec palais de justice, puisque cet hôtel a été racheté au début du 19e siècle pour être transformé en palais de justice en 2 phases.
une première phase sous le Premier Empire, et puis une seconde phase que l'on doit ici, dans la partie centrale, à Alphonse Bourgeat, donc sous le Second Empire. Et du coup, on l'a identifié comme un bâtiment public et non pas, ce qui est à l'origine, un hôtel particulier. Alors, je citerai également, vous avez un détail ici d'un autre édifice que les Rochefortais connaissent bien, c'est l'ancienne Banque de France. On croit que c'est l'édifice que vous avez abrité la Banque de France. Eh bien, la partie que vous avez sur rue, avec la porte cochère, dont vous voyez un détail ici, qui date du 19e siècle, la fin du 19e siècle, est due à la famille Perrin de Boussac. Dans les années 1890, c'était un hôtel particulier. Quelques années après, cet édifice est vendu à la Banque de France, qui va faire tomber le corps de bâtiment principal pour reconstruire les bureaux, mais laisser l'aile de dépendance. Mais finalement, là encore, cet hôtel ou cet édifice n'est pas identifié comme jusqu'à maintenant comme les vestiges d'un hôtel particulier. Je pourrais citer les plus vieux hôtels particuliers très transformés de Rochefort, bâtiment très simple mais en U, qui a quand même échappé à la sagacité de nos prédécesseurs. Et ici, il s'agit de l'hôtel des Herbiers de l'étang du Verre, qui a été construit sur l'ancien jardin du roi dès les années sans doute 1700-1710. Et donc, petit hôtel en U avec une galerie arcade dans la partie basse sur l'aile qui se trouve à main gauche. Aujourd'hui, il abrite une école privée et du coup, bien, là encore, on a finalement, une autre vocation, ce qui fait qu'on a totalement oublié la vocation d'origine de ce bâtiment et qu'il n'est pas entré dans le corpus des hôtels particuliers. Alors j'irai même plus loin parce que certains hôtels particuliers ont tellement disparu. Les parcelles étaient intéressantes. C'est le cas de la parcelle d'angle que vous trouvez ici dans l'avenue Charles de Gaulle, à l'angle de la Rutière. Eh bien, cette parcelle qui abrite aujourd'hui ce monument qui est la Caisse d'épargne, ce monument qui a été construit en 1900, qui est signé de l'architecte Michaud, eh bien, ce monument, ici, a remplacé un petit hôtel avec une petite cour et deux ailes qui était l'hôtel Chénel, la grande famille Saint-Angège des Chénel, certains étaient marins à Rochefort. Donc là, quand on reconstitue l'histoire de la parcelle, on trouve cette famille. Et puis en plus, on a eu la chance de remettre la main sur une photo de l'édifice précédent avant la construction de la Caisse d'épargne. Donc, vous voyez que finalement, des bâtiments, il y en a eu, mais beaucoup de transformations. Je vous en présenterai quelques-uns. Bien, je vous ai montré il y a un petit moment l'hôtel de McNamara. Cet hôtel présente une belle façade dont la porte cochère a été bouchée. Cet hôtel, il a failli, quand il est devenu école, dans les années 1920, il a failli être surhaussé. Donc vous avez ces proportions d'origine. J'ai amusé à faire un petit dessin à partir de relevés assistés par ordinateur. Et là, vous avez la proportion, on le voit en violet ici, de surhaussement, la partie qui a failli être surhaussée, la proposition de surhaussement de l'architecte municipal Léon Lavoine dans les années 1920. Donc beaucoup de transformations. Beaucoup de transformations, ce qui fait qu'on est passé à travers un certain nombre de bâtiments. Et puis, il y a des bâtiments qui se cachent. Tous les bâtiments qui sont très particuliers ne sont pas forcément ostentatoires. Et ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, une maison de ville, vous allez me dire, c'est un hôtel qui se trouve là. Vous avez quand même de l'imagination. Certes, nous avons une porte d'entrée un petit peu architecturale, un petit balcon, mais enfin, quand même, eh bien, il y a bien hôtel à cet endroit-là, mais n'est pas où vous croyez, en fait. Le bâtiment que vous avez ici sur rue, ce sont les dépendances. Il faut tout simplement traverser la porte. Derrière la porte, vous avez encore cette porte assez traditionnelle, hein, vous voyez, cette espèce de, on avait des portes à barreaux, là, il s'agit d'une espèce de quadrillage en bois pour découvrir eh bien, le corps de bâtiment principal, un véritable petit hôtel particulier, qui est l'hôtel Le Moine de Sérigny, avec toute une histoire derrière qui est assez passionnante. Donc, édifice totalement méconnu parce que bien caché à l'intérieur des parcelles. Alors, vous pouvez m'excuser parce que la photo n'est pas excellente, mais en voilà un autre. Voilà l'hôtel de Saint-Laurent. Vous avez en premier plan les constructions qui sont sur rue, qui accompagnaient l'hôtel. En fait, cet hôtel qui est construit
dans les années 1780 pour ici un trésorier de la marine, dont un des fils sera un général d'Empire assez célèbre, puisqu'il a son nom sur l'Arc de Triomphe à Paris, eh bien, était accompagné en fait de corps de bâtiment qui étaient des corps de bâtiment ici de rapport, donc sur rue, sur des bâtiments de rapport que l'on loue, on avait au départ, puisqu'ils ont été exaucés ces bâtiments au XIXe siècle, on avait dans les textes une porte cochère qui permettait en fond de cour de découvrir ce petit hôtel entre cour et jardin, ma foi bien caché et méconnu de tous. Il faut vraiment dire, savoir où se trouvent ces bâtiments. Voilà, même si elle était remaniée, sa façade ici postérieure, donc sa façade sur jardin. Des petits hôtels qui ne se voient pas, au calme, vivons bien, vivons cachés. Autre exemple d'hôtel particulier qui me pose bien des problèmes, parce que là, je sais qu'il y a eu un hôtel particulier, une belle façade de l'avenue Charles de Gaulle sur cet immeuble, belle façade. Nous sommes tous maintenant d'accord pour l'adapter des premières années du 19e siècle. C'est une façade vraiment intéressante, peut-être du Premier Empire. Là, nous sommes à l'emplacement de l'hôtel Froger. Toute la structure derrière la façade est une structure d'hôtel particulier du XVIIIe siècle. Il s'agit des proportions de l'hôtel Froger, mais la façade a été reconstruite. Et ce que je ne sais pas encore à l'heure actuelle, si c'est une façade qui est reconstruite pour être un hôtel particulier ou déjà un immeuble de rapport, puisque dans les années 1850, nous trouvons une série d'habitants et une série d'appartements à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de la composition, nous avions une porte cochère et on sait qu'au XVIIIe siècle, nous avions à l'intérieur de cette cour des écuries. Et nous avons la chance d'avoir des inventaires, donc des inventaires qui nous montrent un édifice particulièrement confortable et particulièrement bien meublé pour cette famille Froger de l'Église. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est peut-être les façades qui vont nous renseigner. Mais attention, il y a des faux amis. Et là, c'est tout à fait intéressant. Et ça nous renvoie à ce qui a été constaté parfois dans d'autres villes qui ont un tissu urbain tassé. Je me suis aperçu il y a 2-3 ans, en allant faire un tour dans une autre ville d'art et d'histoire, à Montauban. À Montauban, nous avions une ville qui a été reconstruite après les guerres de religion, et nous avions une série. Là, il y a un très beau travail de mené par l'inventaire, et nous avions une série en fait, de façades, comme celle que vous voyez ici, qui se trouve avenue Jean Jaurès, façade régulière. On voit bien une trace de porte cochère ici au centre de la composition, mais ces bâtiments ne sont pas des hôtels particuliers, ce sont des hôtels de voyageurs, ce sont des auberges. Vous aviez la grande auberge du Dauphin à cet endroit-là, là aussi. Nous sommes dans les années sans doute 1770-1780 pour cette construction. Nous avons l'histoire de cette construction, il s'agit bien d'une auberge, et donc certains de ces bâtiments peuvent être des faux amis. Même chose pour le Grand Bachat, par exemple. Alors, j'accepterai ici la partie supérieure qui est récente, mais les 3 premiers niveaux, le rez-de-chaussée, l'étage noble et le deuxième étage, eux, sont des parties anciennes. Vous voyez une construction très régulière. Et à la place de la vitrine ici, on voit bien sous le balcon la trace d'une porte cochère. Donc, on pourrait confondre ce bâtiment, se dire que ce bâtiment était un ancien hôtel particulier. Nous connaissons parfaitement sa vocation depuis le début du XVIIIe siècle au moins. Là, on a une bonne traçabilité historique. Eh bien, ça a toujours été une auberge. Donc, de grandes auberges, des auberges peut-être un peu plus de luxe. Du coup, nous nous interrogeons sur certaines façades. Voici une façade de l'avenue Charles de Gaulle où je trouve la même composition et je pourrais avoir un ancien hôtel particulier ou un immeuble de rapport. Là, je dois dire que nous n'avons pas l'histoire de cette parcelle, donc il va falloir gratter un petit peu, savoir ce qu'il en est, si il s'agit bien d'un hôtel particulier au départ. Alors, même chose, nous sommes avenue de la République ici, on peut se poser la question sur cet immeuble. Vous voyez comment fonctionne effectivement la travée centrale, porte cochère, balcon. Donc, même si l'immeuble est simple, on affiche une certaine régularité et nous pourrions avoir un hôtel particulier. Vous allez me dire, il suffit d'ouvrir les portes, de passer à travers et de voir ce qui se passe derrière. Là, ça a tellement été refait que je dois dire que je me pose un certain nombre de questions. En revanche,
L'immeuble qui est à côté, lui, cache bien son jeu, puisque vous avez un immeuble à 6 travées ici, qui est avec une petite porte. Et vous me direz, ben, si j'ai une petite porte ici, c'est un immeuble de rapport. Sauf que lorsque vous poussez la porte, vous vous apercevez qu'en fait, au centre, nous avions une porte cochère et que la cour ici présente deux ailes plus anciennes qui sont manifestement, même si l'histoire n'est pas connue de ce bâtiment, il présente deux arcades, deux ailes symétriques du XVIIIe siècle, avec ici, eh bien, tout simplement les fameuses remises à voiture. Donc, voilà l'autre aile, le mur de fond de cour, la cour pavée. Donc, ce que nous savons, c'est qu'ici, nous avons bien les traces d'un hôtel. Il va falloir revenir sur l'histoire de ce bâtiment. Vous voyez que nous savons pas mal de choses, nous avons avancé, mais qu'il y a encore, il y a encore des points d'interrogation. Alors, autre bâtiment particulièrement intéressant, parce que voilà un bâtiment qui était scindé en deux parties. On commence à retrouver, il y a peu de temps, donc, une partie de l'histoire de ce bâtiment qui a appartenu au fameux amiral Guillouet d'Orvilliers. C'était son hôtel particulier, avant, dans les années 1770-1780, avant qu'il ne soit nommé à Brest. Le personnage est bien connu, le personnage fait un brillant mariage, le personnage est assez argenté. Il achète une maison qui manifestement date de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, qui formait à l'origine une seule unité, donc très simple, mais vous voyez plus importante que les autres. Cela dit, la porte cochère, eh bien la porte cochère ici, elle est tout simplement rejetée sur un côté. Et ce qui nous trompe beaucoup aujourd'hui, c'est que cet immeuble a été divisé en deux propriétés. Donc, on a deux adresses sur rue. On voit que les contrevents ne sont pas les mêmes, qu'on a une autre porte d'entrée, alors que la porte ancienne se trouvait là. Et donc, tout ça vous cache en fait sur four toute une vie avec une très belle cage d'escalier. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce bâtiment était un ancien hôtel particulier. Mais j'allais dire, là encore, vous voyez qu'on a un côté qui est un côté très simple pour cette première génération de bâtiments, pas du tout ostentatoire. On le retrouve parfois de façon, ce manque finalement d'apparence du bâtiment, de proportions, j'allais dire, assez opulentes. On le retrouve ici sur la place Colbert, Pierre Loti, avec l'exemple de cet immeuble qui a été reconstruit. Alors là, c'est pareil, on a une très belle traçabilité historique. On a les premiers propriétaires, famille de Mauclair, ensuite les Lefebvre de Givry, et dans les années 1780, la fin des années 1780, l'ensemble est acheté par le fils, par un fils de négociant, le fils de Pierre-André Èbre de Saint-Clément, et qui le fait rebâtir juste à la veille de la Révolution, dans un style qui est extrêmement sobre. Et vous voyez que là encore, la porte cochère est désaxée. Je dirais, on a une grosse maison, sauf que l'hôtel est en L, et on a tous les attributs, une fois qu'on a passé la porte cochère, qu'on rentre dans les parties, qui sont les parties ici des dessertes de l'immeuble, notamment dans la cage d'escalier, tous les attributs de l'hôtel particulier, mais un hôtel particulier discret. Il nous renvoie à cette tradition du début du XVIIe siècle. Alors, je voulais vous présenter celui-ci, il se trouve sur les petites allées, donc la rue Émile Combes aujourd'hui, et cet hôtel a été construit comme l'hôtel mitoyen, sans doute au début du XVIIIe siècle, pour un personnage qui a fait un tour par le Canada. Pardonnez-moi, je suis en train de confondre avec l'hôtel d'à côté. Non, il a été construit, cet hôtel, pour un personnage qui était capitaine de vaisseau à Rochefort, et ce personnage est issu d'une famille de haute noblesse. Il s'agit de François de la Rochefoucauld, comte de Surgères. Donc, nous savons qu'il vend quelque temps après cette maison. Alors, la maison est sur rue, vous avez la porte cochère, et en fait, il faut s'imaginer à l'intérieur, puisque l'intérieur a été quelque peu transformé aujourd'hui, mais deux petites ailes. Dans ces ailes, nous trouvons les anciennes écuries, nous trouvons la remise à voiture, et puis une autre aile qui donne entre cour et jardin. Petit édifice construit de façon soignée, mais extrêmement sobre. En fait, c'est la modernité de cette première ville de Rochefort. Et puis finalement, dans cette ville qu'on est en train de créer, nous n'avons pas de bâtiment de référence. On va voir, voilà la porte cochère.
on va voir que ces références, finalement, vont se créer petit à petit. Alors là, on a la porte cochère. La porte cochère, quand même, nous interpelle. Mais on a des bâtiments sans porte cochère. Sans porte cochère. Bâtiment sans porte cochère, voici ici une maison de la place Colbert à Sainte-Travée, belle maison, on a une belle porte d'entrée. Vous allez me dire, s'il n'y a pas de porte cochère, nous n'avons pas, par conséquent, nous n'avons pas dans cet ensemble d'accès aux chevaux. Nous n'avons pas d'écurie, nous n'avons pas de remise à voiture. En fait, la partie que vous avez ici, eh bien, est liée avec une autre petite parcelle derrière, et les écuries se trouvaient derrière, sortaient sur une autre rue. Et je vous garantis qu'il s'agit bien d'un hôtel particulier, puisque nous avons une cour avec des galeries de circulation. Nous avons un intérieur qui est un intérieur avec ici un inventaire en 1791 qui nous mentionne des pièces très richement meublées avec des tapisseries, notamment des tapisseries d'Aubusson un petit peu partout. Autre corps de bâtiment, ici nous avons une grande maison, ici de la rue de la République, maison certes bourgeoise. Et bien, comme le modèle précédent, en fait, il faut faire le tour par la cour pour voir les traces de l'écurie qui sortaient sur une autre rue. Donc, on avait bien un hôtel particulier. Les hôtels particuliers peuvent être aussi le fruit de réunions de deux maisons. C'est le cas ici pour l'hôtel Pelletreau. L'hôtel Pelletreau, on voit très très nettement une maison d'angle et puis une deuxième unité qui ont été réunies. Alors là, on a refait toute l'histoire de cet ensemble, une porte cochère décalée et un ensemble qui ne va cesser d'évoluer. À la fin du XVIIIe siècle, là, nous sommes dans les années 1780-1790, et puis un ensemble qui sera remanié pour la famille Pelletreau les années 1800, à la fin des années 1840, sous la direction de l'architecte Victor Fontorbe. Alors, évidemment, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer comment une maison peut évoluer en hôtel. Voici la maison du père de Victor Fontorbe. La transition était toute faite. Donc, lui-même architecte, Bertrand, qui était entrepreneur puis architecte. Voici la façade de sa maison. Une maison à 4 travées, mais à côté, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une autre parcelle avec des bâtiments bas qui vont servir de bâtiments de dépendance. Certes, tout ça est architecturé. Dans les années 1800, au début des années 1850, l'ensemble est vendu à un négociant qui va faire rebâtir la façade, se caler sur la façade et transformer tout ça en véritable hôtel particulier, tout en laissant la structure initiale, la grande porte cochère, de côté sur la gauche. Encore une fois, on ne bouleverse pas tout, pas l'ensemble. Ce négociant est Émile Cordier. Alors, il est tout à fait intéressant puisque c'est lui qui a été le premier lotisseur de Fouras, qui a loti le bois vert à Fouras, ce terrain qu'il a acheté en 1857. Je viens de vous montrer en fait, des constructions qui avaient grandi pour former des hôtels. On a des cas inverses. Cette ville a beaucoup changé. Il y a une pression foncière qui était importante encore au XIXe siècle. La vue que vous avez ici, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre en fait un ancien hôtel en U en fond de parcelle qui est dû à une famille de roturiers, de bouchers, sans doute des gens qui ont fonctionné comme des grossistes pour la marine. Vous apercevez le bâtiment de fond de cour ici qui est très unitaire. Et la visite, en fait, des deux parcelles qui sont aujourd'hui côte à côte nous a permis de montrer que dans les années 1740, ce bâtiment a été divisé en deux pour créer deux petits hôtels particuliers qui ont eu chacun leur vie. À main gauche, vous allez avoir l'hôtel qui va être acheté par Honorat de Barodin, qui est le père du poète de Vigny, le grand-père, pardonnez-moi, du poète de Vigny, par sa mère, Alfred de Vigny. Donc,
petit hôtel particulier. Et l'hôtel qui est à main droite est gardé par la famille, une partie des héritiers, donc la famille Fichon, et puis changera de main. Alors là encore, ce sont des bâtiments qui ont été terriblement transformés. Donc du coup, du côté de la rue, les choses sont moins lisibles. Voilà l'hôtel de Barodin. Finalement, la porte cochère qui se trouvait au centre, les deux petites ailes, ont été perturbées par ce corps de bâtiment qui a été ajouté ici pour pouvoir fermer la cour et donner naissance à une boutique. Donc aujourd'hui, l'édifice est assez difficile à lire de l'extérieur en tant qu'hôtel particulier. Même chose pour le petit hôtel donc voisin, l'hôtel Fichon. Aujourd'hui, il est restauré. Là, je vous présente une photo ancienne. La restauration a fait disparaître toute la partie ici enduite, ce qui fait qu'on voit très bien les pierres de taille et on s'aperçoit qu'en fait, au-dessus de la porte cochère, cette partie a été ajoutée et ce que nous savons par des textes, c'est que nous avions une petite terrasse avec ici une galerie de pierres de taille et nous avions une élégante balustrade, un élégant garde-corps en fer forgé qui venait clore tout ça et finalement beaucoup mieux identifier l'hôtel particulier depuis la rue. Et voilà ce qu'il donne donc avant sa restauration. Voilà. Pardonnez-moi, je suis allé un peu trop vite en besogne. Voilà ce que donne le revers de la façade. Vous voyez qu'on est vraiment sur des petites unités. Cependant, vous allez voir que nous savons très bien par les descriptions qu'une petite voiture cochère peut rentrer, puisque on en trouve trace sur les inventaires, et que nous avions une remise et des écuries. Voilà le corps de bâtiment principal. Il était évidemment, depuis qu'il a été séparé, réduit, puisqu'on est obligé de construire une autre latérale, donc un petit corps de bâtiment de travée. Sur votre droite, ici, regardez ce qui se passe. Vous avez ici la fameuse remise à voiture, elle est signalée dans les textes. Alors, évidemment, tous ces bâtiments, vous avez vu que ce sont des bâtiments simples. Eh bien, ils ont échappé au départ au radar. Il a fallu notre sagacité, la recherche dans les textes, dans les minutes notariales qui sont bien conservées à Rochefort. Et puis, je vous ai dit le travail qui a été effectué autour du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Vous avez des hôtels plus ostentatoires. Alors, il est évident que cette première famille d'hôtels particuliers va évoluer. On va vouloir, au fur et à mesure, que la ville s'affirme, que les classes sociales s'affirment, que les classes sociales aisées ici viennent plus prendre possession de la partie nord de la ville, où les parcelles sont plus importantes, où vous avez des jardins, c'est la partie qui est la plus en vue. Donc, là, nous allons avoir la création d'hôtels un peu plus ostentatoires. Un petit décor ici, régulier, va venir se mettre en place. Je vous remontre le petit hôtel Èbre. Et surtout, alors, donc, décor sculpté, un décor très, très caractéristique dans les années 1770-1780, qui sont ces guirlandes que l'on retrouve, ces chutes de végétaux que l'on retrouve à la fois à l'extérieur, mais dans les décors intérieurs, sculptés sur pierre, sculptés sur bois parfois, ou en stuc. Et puis l'arrivée du fer forgé, qui va être le grand luxe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà, par exemple, l'hôtel Nicolas de Voutron. Alors là, lui aussi, il est assez atypique, il n'a pas un bâtiment U. Et je dois vous dire qu'on connaît bien son histoire. Cet hôtel, il a pris la place d'une ancienne auberge. Ici, la famille Nicolas de Voutron achète une auberge, puisque le bâtiment était un peu plus important, et se fait bâtir dans les années 1760 l'édifice que vous avez sous les yeux. Finalement, un édifice qui est sobre, où le confort règne, mais un édifice où finalement on marque vraiment sa qualité par ces fameux balcons fer forgé. Vous avez l'utilisation de ce fer forgé qu'on va retrouver, vous le verrez tout à l'heure, dans les cages d'escalier, donc avec une hiérarchie ici entre l'étage noble, hein, le premier niveau avec ces balcons qui sont des balcons filants, des petits balcons au second étage, et puis cet étage sous comble qui est assez intéressant aussi, puisqu'il permettait aux propriétaires des hôtels, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une donnée à Rochefort qui est assez particulière,
Nous avons une ville qui a grandi sur elle-même. Il y a une pression foncière au XVIIIe siècle, encore au XIXe siècle, ce qui fait que la plupart de ces hôtels appartenaient à des officiers de marine, à des cadres de la marine, et que les officiers de marine parfois étaient appelés à partir en mer. Eh bien, on ne les laisse pas inoccupés dans ces conditions. On loue les parties nobles de l'hôtel et finalement, la partie supérieure sert de garde-meuble. On a des inventaires de ces garde-meubles. On trouve des choses assez extraordinaires dans ces garde-meubles. Voilà, une photo un peu plus rapprochée de la façade de l'édifice. Vous voyez la qualité du décor, par exemple, la qualité des fers forgés ici. La vie se passe du côté de la cour, sur le côté, voilà une des portes d'entrée qui va mener à la cage d'escalier. Alors, cet hôtel est assez bien conservé, puisque c'est un des rares hôtels rochefortais à avoir conservé pratiquement tous ces éléments en place, y compris la cloche d'entrée près de la porte d'entrée. Ont échappé au radar également les hôtels du XIXe siècle, parce que l'histoire ne s'arrête pas sous l'Ancien Régime. Nous avons ces hôtels très ostentatoires de ces familles bourgeoises du Second Empire. Voici l'hôtel Hazard, qui date des années 1855 et qui sera habité par la suite par un médecin de l'empereur de Chine, donc le docteur Hazard, d'où le nom de cet hôtel. Hôtel particulier, vous voyez, qui reprend finalement le concept des anciens hôtels, mais alors avec un décor très ostentatoire, ce qui caractérise cette bourgeoisie. Je pourrais citer également l'hôtel Cordier. L'hôtel Cordier, il est tout à fait étonnant, rue de la République, cet hôtel, puisqu'il est sur rue, il succède à un hôtel particulier du XVIIIe siècle qui, lui, était un bâtiment caché, puisque nous avions sur rue le bâtiment de dépendance. On a quelques descriptions. Bien, Cordier, qui était un négociant, va adapter d'ailleurs à son négoce cet édifice et surtout construire une façade très ostentatoire par rapport aux hôtels anciens. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il va vouloir faire montre de modernité. On a cette tradition de construction qui est une tradition de construction classique, donc des constructions en pierre. Et ça, on est obligé de construire en pierre du côté de la rue, mais du côté de la façade postérieure, c'est toute une autre histoire architecturale, puisque nous avons ici des murs construits en briques et que nous avons ici dans les angles des ornements qui sont un peu comme à Toulouse, dans la région toulousaine, des éléments qui sont des éléments en terre cuite. Donc, un hôtel tout à fait inattendu. Vous voyez que ce patrimoine rochefortais nous offre bien des surprises. Je citerai également parmi ces hôtels l'hôtel Nicolas de Nilferme, le voilà du côté de la rue Victor Hugo. On a fait une fausse cour, comme un petit jardinet, et c'est de l'autre côté, finalement, que la vie commune se passe. La cour, finalement, n'est pas du côté sur rue. Voilà l'autre façade de cet hôtel, Nicolas de Nilferme, qui lui aussi date du milieu des années 1850. Et on ira jusqu'aux années 1880 avec un hôtel particulier ici, dont nous n'avons pas encore identifié les propriétaires, qui n'est pas très loin de l'hôtel Nicolas de l'Île-Ferme, qui est plus massif finalement, qui est un style un peu plus, je dirais, entre guillemets, passe-partout, puisqu'on trouverait dans d'autres villes, et pas, c'est pas une architecture qui est spécifique comme les précédents à Rochefort, qui sont dus à l'architecte Bourgeat. Là, vous avez une autre architecture, qui est peut-être qui est une architecture d'import, d'export finalement, mais qui est assez intéressante puisqu'elle vient clore le chapitre dans les années 1880-1890. Donc voilà pour ce patrimoine. Je ne vous ai pas tout cité, croyez-moi, il y a encore des surprises. J'ai pris quelques exemples, mais on est parti d'un peu moins de 10 hôtels identifiés, vous voyez qu'on en a bien plus. Je voudrais aborder un petit peu avec vous l'intérieur de ces hôtels, puisque le PSMN nous a permis de voir le plan de sauvegarde et de mise en valeur un certain nombre de choses. Alors, nous avons trouvé des cages d'escalier en bois. Au départ, on a cette spécificité rochefortaise. Si on bâtit en pierre de taille les façades, la pierre est très présente, elle est très marquée. Eh bien, le bois, on est aussi dans une ville qui a un travail de savoir-faire du bois, et notamment du côté de l'Arsenal. Le bois, on va le retrouver à l'intérieur, c'est bois tourné,
dans les cages d'escalier avec ces superbes escaliers à balustre de bois, escalier droit. Donc, pour les premières années du XVIIIe siècle, en voilà un autre exemple. On a des balustres carrés, ce qui est plus rare. Voilà encore, nous sommes sans doute dans les années 1720, un autre exemple dans la partie supérieure de cet escalier qui nous mène vers les combles, avec cette espèce de clé qui nous rappelle le travail que l'on fait en pierre. Mais là, c'est un travail, je n'ose pas dire de menuisier, c'est un véritable travail d'ébéniste. Et on va commencer à voir arriver ici, je vais peut-être sauter, non, pas une diapositive, on va commencer à voir le fer forgé arriver. Alors, un élément qui est un élément intéressant ici, nous sommes à l'intérieur de l'ancien hôtel d'Amblimont, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Vous voyez que lorsque nous arrivons au premier étage, nous avons, depuis le rez-de-chaussée, une rampe en fer forgé, mais elle s'intègre à un ancien escalier en bois qui nous amène dans les parties hautes de l'escalier, avec ces fameuses balustres de bois tournés. Le fer forgé, on a la chance à Rochefort d'en avoir des escaliers en fer forgé de très beaux exemples. Et on a la chance d'avoir, parmi les hôtels particuliers que je vous ai cités, cette cage d'escalier, vraisemblablement du règne de Louis XIV. Nous sommes sans doute à la fin du règne de Louis XIV. On a des motifs ici qui sont des motifs assez répétitifs. Vous allez voir que très vite on passe des fers forgés qui sont des fers forgés beaucoup plus rocailles, des motifs qui vont être des motifs avec des courbes et des contre-courbes, mais qui vont accompagner véritablement les degrés de l'escalier, ce qui n'est pas le cas ici. On a quand même des motifs qui sont des motifs très verticaux. Et il s'agit sans doute, sans aucun doute, du premier escalier ici à rampe de fer forgé de Rochefort, et je dirais sans doute pour moi, parce que je n'en connais pas d'autres exemples, maintenant il y en a peut-être quelques-uns cachés, mais du premier escalier à rampe de fer forgé du département. En tout cas, il s'agit sans aucun doute d'un des plus anciens, et donc on a la chance de l'avoir conservé dans un bâtiment qui est pourtant un bâtiment remanié. Je vous annonçais ces grands escaliers, donc de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la rampe rocaille, mais on voit un très bel exemple ici, dans un des grands hôtels particuliers de Rochefort. Donc nous voyons très bien ici maintenant que les motifs accompagnent beaucoup plus, il n'y a pas de rupture, accompagnent beaucoup plus les séquences, les rampes de l'escalier, une espèce de motif finalement qui coule tout seul. Ça nous donne de très très beaux effets, le cage de l'escalier monumental. Celui-ci n'est pas dans une propriété privée, je peux vous le citer, c'est l'hôtel de la Touche-Tréville, qui est aujourd'hui le CCAS de la ville de Rochefort. Donc, regardez la qualité, effectivement, des développements de cet escalier des années 1740. Voilà ce que ça va donner dans d'autres lieux. Donc, il y a un véritable savoir-faire ici, à l'intérieur de ces grands bâtiments, se développant sur trois niveaux. L'effet est spectaculaire. Vous noterez que les cages d'escalier sont, malgré le fer forgé, en bois. Contrairement, par exemple, à une ville comme La Rochelle, où les premiers volets, en règle générale, sont en pierre de taille et à partir du premier étage, on trouve des parties en bois. Donc là encore, on a des spécificités. Ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est de voir l'évolution des fers forgés, puisque nous sommes ici dans un hôtel qui a été reconstruit dans les années 1770-1780. Les fers forgés datent visiblement des années 1780 et nous abandonnons, donc nous sommes à la mode, je veux dire, nous sommes à la page, un peu entre guillemets, nous abandonnons donc ces motifs rocailles pour un retour des motifs très néoclassiques et le fameux motif de grec qu'on lit sur toute une série de balcons à Rochefort. Ça, c'est une des grandes spécificités rochefortaises et là aussi, ça nous donne une évolution qui est remarquable. On sait que ce corps de métier, le corps de métier des ferronniers, a suivi véritablement les modes parisiennes. Et puis l'escalier, il va suivre la mode au XIXe siècle. En voici un de 1847. Alors, il est signé d'un architecte. On a la chance d'avoir trouvé dans un fonds privé
les plans de cet escalier, l'aménagement, il est de 1847, il est de Victor Fontaube. Très bel effet ici, on est dans la simplicité, mais en fait, tout l'effet, toute l'élégance vient de la maîtrise parfaite des proportions et de cette envolée véritablement dans cet escalier ici courbe et qui nous donne, là encore, dans les parties hautes, le plus bel effet avec ce plafond décoré en trompe-l'œil au dernier niveau. Donc, vous voyez qu'on a des choses assez intéressantes et ça ne cesse d'évoluer, puisqu'on évolue avec les techniques, avec ici, dans les années 1855, l'hôtel Cordier. Bien, l'hôtel Cordier, nous avons un escalier aussi de plus bel effet, mais cette fois-ci, les éléments sont en fonte moulée, donc des éléments que l'on va non pas produire comme le fer forgé de façon artisanale, mais acheter en série, et on va savoir les mettre en œuvre dans toute cette composition. Alors, l'escalier est un élément et qui est important, évidemment, c'est un élément visuel très fort, c'est toujours été un savoir-faire dans l'architecture. Depuis les escaliers à vis dans l'architecture française, vous voyez qu'on ne cesse de se réadapter, de montrer finalement sa puissance, même quand on ne monte pas forcément toujours sur les façades. Puis on trouve alors toute une série d'aménagements à l'intérieur. On possède encore certains aménagements du XVIIIe siècle. Vous voyez que ces boiseries, et une des spécificités, je vous passerai quelques décors, mais sans les situer, bien sûr, sont des propriétés privées, quelques décors du XVIIIe siècle. Une des spécificités de nos hôtels particuliers, c'est que ces hôtels, les familles n'ont pas fait souche souvent à Rochefort. Ce sont des familles qui viennent travailler, des familles d'officiers supérieurs, non, des familles d'officiers de marine qui vont travailler à Rochefort, mais parfois être nommés à Brest, parfois être nommés à Toulon. Donc, on va acheter un hôtel particulier, on va se faire bâtir, on va faire remanier quelque chose. Et quand on achète quelque chose qui est déjà construit, on le remet au goût du jour. Et finalement, on remet une pièce. Et donc, très souvent, dans les décors intérieurs, vous traversez l'hôtel particulier, vous allez avoir une pièce d'un style, une pièce d'un autre style, un petit peu comme à l'intérieur de l'hôtel de la Marine. On remet au goût du jour. Donc, on a réussi, malgré tout, à trouver quelques décors du XVIIIe siècle, encore en place, notamment cette très belle niche de la fin du XVIIIe siècle, on retrouve dans les années 1780 dans cet aménagement. Mais donc, ces éléments-là sont des éléments importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les met, ces décors en place. Ce sont des décors qui vont être des décors faits à l'échelon local. Je l'ai montré pour notamment les rampes en fer forgé. Mais au XVIIIe siècle, on va chercher certains éléments, on adapte certains éléments qu'on va chercher plus loin. Et je pense notamment aux cheminées de marbre. Vous avez ce très bel exemple qui nous rappelle, on est dans les années 1780, ça me rappelle beaucoup un des salons du château de la Roche-Caumont, à peu près le même modèle. Et on sait que la propriétaire de cet hôtel particulier avait commandé des cheminées de marbre à Paris. Tout ça arrive par roulage, elle commande des trumeaux. Et puis de temps en temps, dans les routes qui sont mal empierrées, les choses sont mal emballées. Quand ça arrive cassé. Et donc, on le fait constater. Vous savez, c'est comme ça que les historiens peuvent avancer par des faits négatifs. Donc, on sait quel est le marchand, d'ailleurs, parisien, c'est arrivé plusieurs fois, vendait ce type de décor. Donc, on réadapte. Ce qui est très intéressant, c'est que là, vous avez un décor grec, vous avez un retour à l'antique, ici, sur la cheminée, mais qu'à côté, les boiseries d'appui sont encore totalement 15, dans le même édifice. Donc, c'est très provincial, voilà les portes du même édifice. Parmi ces éléments, on trouve également des planchers, alors là, pour un plancher à la Versailles, des éléments qui subsistent, mais qui peuvent voisiner avec des décors qui sont des décors plus récents. Là aussi, on a remis à la page, voilà un petit décor tout à fait caractéristique du Premier Empire. On a à peu près le même type de décor à l'hôtel de la Marine, on les a situés autour de 1808 de l'avenue, la première venue de Napoléon. Vous savez, quand il était avec Joséphine, qu'il est venu de façon un peu brillante, et non pas en 1815. Donc là, on a réadapté le décor à l'intérieur de l'hôtel de la Marine. Eh bien, on a le même type de décor dans cet hôtel particulier. Ça touche aussi les plafonds. Alors, je ne parle pas, c'est avant restauration, évidemment, de cette espèce de flocage, mais des parties que vous avez moulurées ici, qui sont intéressantes.
On réadapte le décor. Alors, on réadapte souvent et on a trouvé des décors empire. Voilà un très beau décor empire. Ce qui est très amusant dans le cas de ce décor empire qui se trouve dans les chambres d'un des hôtels particuliers que je vous ai montré, eh bien, derrière les boiseries empire, nous avons trouvé avec le propriétaire les boiseries du XVIIIe siècle. C'est un petit peu comme dans la maison de Pierre Loti, finalement. C'est un décor de théâtre. On n'enlève pas, on réadapte, on plaque dessus. Comme autrefois, quand vous retapissiez une pièce de temps en temps, vous n'enleviez pas l'ancienne tapisserie, vous remettiez dessus. Et là, c'est simplement des boiseries, un décor que l'on remet au goût du jour. Parmi les éléments que l'on a trouvés, alors j'aimerais en souligner un parce qu'on a trouvé énormément à Rochefort, ça ne concerne pas que les hôtels particuliers, mais un véritable homme de travail ici des stucs et notamment de plafonniers. J'en ai mis un au hasard. Il y a des plafonniers qui sont plus monumentaux. On trouve des plafonds tout à fait remarquables. Là, nous sommes à l'intérieur de ces hôtels particuliers. Et ce travail, on le trouve depuis le XVIIIe siècle, mais il perdure jusqu'au début du XXe siècle avec ce type de moulure et de plafonds très décorés. Voilà par exemple ce que ça donne à l'intérieur de l'hôtel Cordier. Donc, regardez la simplicité par exemple des volumes, mais tout le décor est effectivement ici dans le plafond. Voilà ce que je voulais vous citer. Alors, je ne vous ai pas tout mis, évidemment, j'aurais pu citer d'autres exemples, mais je crois que je vous ai donné ici un petit panel de ces hôtels. La recherche, je vous disais, est encore en cours. Nous ne savons pas tout, il y a encore des choses à trouver. Il y a encore, vous l'avez compris, des portes à pousser, des archives à exhumer. Je pense notamment, on a la chance, pour bien comprendre ces hôtels, pour un certain nombre déjà, on a pu identifier les différents propriétaires, mais surtout on a la chance, contrairement notamment à nos voisins de La Rochelle, qui ne sont pas très riches en inventaire après décès, nous on a la chance d'avoir des inventaires. Et ce qui est assez extraordinaire de ces inventaires, et c'est ce qui m'avait interpellé au départ, c'est que ces inventaires sont très riches. Nous avons un mobilier très riche en intérieur. J'ai trouvé partout des tapisseries d'Aubusson dans des maisons qui étaient simples. Par exemple, des mobiliers qui étaient des mobiliers, vraiment des mobiliers dernier cri au XVIIIe siècle. Donc ça m'avait beaucoup interpellé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Rochefort, on a une société particulière qui est faite de gens de la marine, pardonnez-moi, des gens qui viennent d'horizons différents. Et finalement, ces familles qui viennent d'un peu partout, elles doivent évidemment apprendre à se connaître et derrière ces façades, parfois austères au départ, on se reçoit beaucoup. Donc, il y a un véritable art de la mise en scène de la réception. Et finalement, pour conclure, si je vais aller un peu plus loin dans cet art de la mise en scène, on le retrouve chez Pierre Loti. Pierre Loti, qui d'ailleurs a acheté 2 maisons côte à côte. Lui, il n'a pas fait refaire les façades pour faire un hôtel particulier, mais finalement, derrière ces façades de maisons qui sont des façades à 3 travées et qui sont des maisons typiquement rochefortaises, il a bâti derrière son hôtel particulier. Donc, vous voyez qu'on a ça dans cette tradition. Finalement, cette maison de Pierre Loti, que l'on regarde souvent comme une curiosité, et un édifice où il y avait des grandes fêtes. Alors évidemment, elles ont été peut-être un peu plus voyantes et un peu plus médiatisées, mais cet art de la réception est beaucoup plus ancré qu'on ne le croit dans une ville comme Rochefort. Voilà, écoutez, où je voulais vous emmener. Alors je viens de voir une petite question qui est très intéressante. On peut passer un petit papier me demandant s'il y avait des caves sous ces hôtels. Oui, il y a des caves à Rochefort. Je ne vous en ai pas dit, mais il y a des caves voûtées, pas sur l'ensemble de l'hôtel, mais très souvent sur les parties qui sont en façade. Et ces caves voûtées expliquent aussi les difficultés quand on a eu plusieurs maisons, qu'on a réuni plusieurs maisons, les difficultés à rebâtir et à complètement rebattre les cartes. Parce que si on avait dû tout démolir à partir des murs mitoyens, on aurait peut-être des problèmes avec les voisins, mais en plus, on a ces caves qu'il aurait fallu complètement refonder, donc ça coûte très cher, et puis c'est très long, et ça peut poser beaucoup de problèmes. Et c'est pour cette raison qu'on a réemboîté. Je vous citais tout à l'heure, je n'ai montré que celui-ci, mais je vous citais l'hôtel de la Marquise d'Amblimont, donc l'actuel hôtel de ville. Je vous ai dit, c'est le mur mitoyen, mais je ne vous ai pas cité la contrainte également des caves, donc, qui explique finalement parfois des irrégularités en façade.
Écoutez, je pense vous avoir fait un bon tour dans cette ville de Rochefort. Alors, je sais que certains qui nous écoutent, on a vu les inscriptions, viennent de loin. Je les ferai peut-être rêver. J'espère que, eh bien, quand on pourra à nouveau, dans quelques semaines, quand quelques mois, voyager, vous viendrez nous voir à Rochefort, vous pousserez un petit peu ces portes, essayer de comprendre ce qui se passe dans ces rues qui peuvent parfois paraître un petit peu austères pour découvrir ce patrimoine d'hôtels particuliers. Je vous disais tout à fait particulier, mais j'ai quand même, quand on regarde les villes un peu plus de l'intérieur, cité Montauban, ça m'a frappé, les études qui ont été faites à Montauban, j'ai vraiment retrouvé des problématiques qui sont des problématiques et des problèmes que je m'étais posés à Rochefort. Donc je crois que quand on commencera à regarder tout ça avec un œil peut-être un peu plus aiguisé, on trouvera d'autres villes ou d'autres problématiques un peu similaires dans d'autres villes. Peut-être s'attendait-on à moins le trouver à Rochefort dans une ville neuve. Voilà ce que je voulais vous dire. On va laisser place maintenant, je pense, aux questions. Je vous propose, oui, si vous avez des questions. Alors pour les questions, je suis accompagné d'un certain nombre de mes collègues. Il vous suffit de lever la main pour pouvoir... Dans l'onglet réaction. Dans l'onglet, me dit-on réaction, n'oubliez pas, nous essuyons les plâtres. Non pas des hôtels particuliers, mais des conférences. Ouais, je crois. Ah, il y a une... Liliane. Voilà. La réalisation du micro. Liliane, attends, ça bouge. Alors, Liliane a une question. On essaye de lui en donner le micro. En fait, il faut qu'elle clique oui. Ah oui. C'est que nous, t'imagines, sinon, si on active le son sur le plat. Pour pouvoir poser sa question. Oui. Voilà, tout Est-ce à que fait. Est-ce que j'ai le son? Alors, Liliane, est-ce qu'elle nous a entendu, Liliane? Liliane. Plus petit. Ouais. Alors, il y a peut-être des remerciements, mais on aurait bien aimé avoir Liliane. Demander à réactiver le micro. C'est elle qui doit faire, c'est Liliane. Normalement, Liliane, c'est à vous de réactiver votre micro. Il semble que vous vouliez me poser une question. Oui. Il n'y a toujours pas le son. Non, c'est là où ça... Juste en mieux. Non. 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 Ah. Oui, sinon Liliane par écrit. Sinon, vous posez la question effectivement par écrit. Est-ce que vous pouvez poser votre question par écrit? Ah, le micro a été activé de Liliane. C'est bon? On vous écoute, Liliane. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation qui est vraiment très enrichissante pour notre connaissance de Rochefort au quotidien. Je voulais savoir quand vous pensiez terminer cet inventaire, en fait, parce que vous nous avez laissé espérer d'autres belles découvertes. Et effectivement, est-ce que c'est proche ou dans un environnement lointain? Quels sont les obstacles? Alors, on ne s'est pas fixé. Il y a des obstacles aujourd'hui à cause de la pandémie, parce qu'il est un peu plus compliqué. Vous savez qu'on a la barre des 10 km. La plupart des connaissances qu'on peut glaner
c'est grâce aux minutes de notaire, je l'ai cité tout à l'heure. Et tout ça se fait aux archives départementales. Il est un peu plus compliqué depuis un an d'aller jusqu'au, même si on n'est pas très loin, on est à La Rochelle, aux archives départementales, puisque vous savez que ces services ils sont ouverts avec parcimonie, et ils sont ouverts sur rendez-vous. Et nous avons quand même si nous ne faisons plus de visites aujourd'hui, pas mal de travail ici de programmation. La conférence nous a donné un petit peu de travail puisque nous essuyons les plâtres. Et on ne s'est pas fixé véritablement d'échéance. C'est un travail qui a été fait un petit peu avec passion. C'est un travail qui évoluera. Il donnera matière à sans doute d'autres communications. Je pense qu'on publiera. Pour le moment, je ne peux pas vous dire sous quelle forme. Ce que nous voyons, c'est qu'on a envie peut-être de pousser un petit peu plus loin un travail scientifique avec des partenaires. Je vous parlais, par exemple, des inventaires après décès. Il serait intéressant de pouvoir les publier. Il y aura sans doute, comme je le fais aujourd'hui, des communications grand public, mais sans doute à terme. Et quand je dis à terme, je ne suis pas à un an près, donc 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, quand on a un peu de temps, l'hiver, eh bien, un travail. Vous savez, c'est comme le bon vin. Il faut le temps que ça mature, le travail scientifique pour vous proposer des connaissances qui évoluent. Donc, soyez patients. On continuera à faire évoluer. En tout cas, on en a la volonté, ce travail de connaissances. On continuera à approfondir. Vous l'avez compris, il y a des questions. Je me pose des questions. Il y a des choses qu'il faudra que j'approfondisse encore. Ai-je bien répondu? Liliane est partie. Liliane, peut-être. Le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. N'hésitez pas à vous manifester. Des remerciements complets, passionnants et si vivants, un réel plaisir. Merci de nous permettre de redécouvrir Rochefort. Merci, très intéressant. Bonne continuation pour vos recherches et à la semaine prochaine. Ah bah oui, mais c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, nous entendons effectivement ces remerciements. Mais écoutez, vous allez nous encourager. Ah oui. Quand on essuie les plâtres, ça fait du bien d'avoir de l'encouragement sur ce nouveau type finalement de médiation autour du patrimoine. À notre tour de vous remercier de vos retours. Et on fera tout pour être à la hauteur et s'améliorer techniquement de semaine en semaine. Pas de questions, pas d'autres questions? Bien, écoutez, je vais vous proposer de clore là, en vous remerciant tous de nous avoir suivis, nombreux, je dois dire, si nombreux qu'on n'a pas pu inscrire tout le monde. Donc, il y aura peut-être, à un moment donné, on va réfléchir, peut-être une autre conférence, peut-être un enregistrement, je vais voir avec mes collègues, en tout cas, pour faire à nouveau partager ces connaissances, et bien sûr, sur toute une série de thématiques. Ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut sur Rochefort. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de découvrir Michel Basse, pour une autre aventure. Il va vous présenter Michel qui est très pointu sur ce domaine-là, donc les vues de Rochefort à travers notamment des cartes postales, mais pas que, parce que les cartes postales englobent aussi des cartes, très souvent des cartes photos, qui sont plus rares. Il va vous emmener à travers Rochefort et ses vues anciennes de Rochefort. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.